Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Avant le colon, le missionnaire. Quand il s'agit de réfléchir à l'histoire de l'Indochine, colonie française, la question se pose de l'arrivée des Occidentaux, marchands, explorateurs, militaires et des prêtres, bien sûr. Car cette histoire s'écrit avec une bonne part de religion. Comment sont-ils accueillis à bras ouverts ou se font-ils huer, égarés dans la vallée infernale de la Cochinchine au Tonkin, en passant par l'Annam? Quelle position adopter pour ces prêtres venus évangéliser ces territoires? Cochinchine, Annam, Tonkin. Du sud au nord de l'actuel Vietnam, ces trois régions ont constitué l'Indochine française à la Belle Époque. Au point de vue ethnologique, sociologique, linguistique, l'Indochine présente une variété de races, de langues, de religions et de types de société dont on trouverait difficilement l'équivalent dans le monde sur un territoire d'égale superficie. Claire Tran, bonjour. Bonjour. Je vous pose cette question dont peu ont la réponse. À quel moment apparaissent des Occidentaux dans l'histoire de ces territoires lointains ? Alors, on peut dire que ce sont des missionnaires qui sont arrivés, plutôt des Portugais, pas des Français, des jésuites portugais. Je pense que les premiers jésuites portugais arrivés, c'est 1512, si je ne me trompe pas. Et puis, il va y en avoir encore au milieu du XVIe siècle. Et en fait, ce sont les jésuites portugais qui vont vraiment développer le christianisme en premier et surtout développer l'écriture qui est aujourd'hui utilisée, le Kokneu, qui veut dire donc l'écriture nationale, et qui en fait est une transcription en lettres latines de la langue vietnamienne, puisque les élites vietnamiennes écrivaient en chinois, et donc voilà, cette transcription est due aux jésuites. Il y avait un Français qui était, il n'était même pas français, c'est Alexandre de Rhodes, qui était avignonnais. Avignon n'étant pas en France jusqu'à la Révolution. Et donc voilà, ce sont les jésuites portugais. D'accord, donc nous avons des jésuites dès le XVIe siècle qui commencent à regarder ces territoires, mais je vous pose une autre question, et là je pense que, alors là, très peu peuvent avoir la réponse. C'était quoi ces territoires auparavant? Quelle organisation? Vous venez de nous parler d'une influence chinoise culturelle sans doute, politique aussi? Oui, une grande influence chinoise, puisque le Vietnam a été occupé pendant 10 siècles par la Chine, donc jusqu'au début du XXe siècle, les élites, parce qu'il y a eu un protectorat, l'Indochine c'était colonie et protectorat, il y avait une administration vietnamienne qui écrivait encore en chinois jusqu'au début du siècle. Les concours mandarinaux ont été supprimés en 1918 dans l'Indochine, donc c'est une influence chinoise importante, mais depuis le Xe siècle, le Vietnam s'est détaché de la Chine et régulièrement et jusqu'à aujourd'hui doit vivre à côté, à l'ombre de cet empire chinois. Et donc oui, l'influence du confucianisme a été très importante au Vietnam. En Asie du Sud-Est, c'est le seul pays des 11 pays d'Asie du Sud-Est qui a cette influence aussi importante de la Chine. Claire Tran, vous êtes maîtresse de conférence en histoire de l'Asie du Sud-Est à l'université Paris-Cité. C'est difficile d'utiliser des mots d'aujourd'hui, le Vietnam, et des mots désuets désormais, Indochine, pour parler de ces territoires-là. Ça demande beaucoup de subtilité. On ne peut pas rentrer dans le détail à chaque fois qu'on prononce le nom, sinon l'émission durerait des heures. Mais c'est vrai que ces territoires sont mouvants. Les territoires sont mouvants. Pas les frontières, voilà, on s'entend. bien sûr. Et puis les noms changent. En géographie, la façon d'appeler les territoires est très importante. D'ailleurs, les Français ont repris beaucoup le terme Annam, qui était en fait un terme utilisé par les Chinois, qui signifie donc c'est ce qui est au sud de la Chine. Mais les Vietnamiens ont changé au cours de l'histoire de nom. Et au moment où les Français arrivent, il s'appelle le Dai Viet, qui veut dire le Grand Vietnam. Voilà, il y a différentes manières. Et donc, avant l'arrivée des Français, c'est ainsi qu'ils s'appellent. Si on veut faire un peu de géographie, sur le littoral de l'actuel Vietnam, donc tout au sud, c'est la Cochinchine, l'Annam, c'est le long du littoral, et tout au nord, c'est le Tonkin. C'est ça. Alors pour les Vietnamiens, le Nam Qui, c'est le sud, le Tung Qui, c'est le centre, et le Bac Qui, c'est le nord. Effectivement, à partir de la colonisation française 1887, Indochine, la France divise en trois zones, l'Indochine, en tout cas le Vietnam, Cochinchine au sud, Annam au centre,
et Tonkin au nord. 1887, la colonisation, mais dans ce que vous nous dites, Claire Tran, la présence est déjà bien antérieure avec des missionnaires. Ces missionnaires français sont drôlement intéressants parce que déjà ce ne sont pas les seuls, mais ce sont eux qui vont prendre le dessus peu à peu. Comment on peut expliquer ça ? Vous nous avez dit, dans un premier temps, nous avons des Portugais, des Espagnols. Pourquoi ça intéresse particulièrement la France ? Alors il se trouve que on doit parler ici de la politique du Saint-Siège qui au moment de la découverte des nouveaux territoires de l'Amérique, font un traité de Tordesillas en 1494 qui divise le monde entre les Portugais et les Espagnols, à charge à chacun des royaumes d'évangéliser. Or, à partir du début du XVIIe siècle, le Vatican crée ce qu'on appelle la Propaganda Fide, en 1622. L'idée, c'est de reprendre en main l'évangélisation du monde et du coup, il y a une concordance entre la politique du Saint-Siège et par ailleurs Alexandre de Rhodes, qui est au Vietnam, donc au début du XVIIe siècle, qui subit, comme un certain nombre d'autres missionnaires, des persécutions et qui va voir le pape à Rome et lui explique qu'il faut absolument créer un clergé local, des évêques locaux, pour permettre la survie du christianisme en temps de persécution, puisque les Occidentaux, très peu nombreux, sont très repérables et on risque de perdre cela. Et donc, du coup, dans ce contexte, c'est ainsi que les missions étrangères de Paris, qui est l'ordre principal français, qui va, mais pas le seul, mais qui va du coup évangéliser cette région. C'est dans ce cadre-là que les MEP sont créés, mais je voudrais rappeler que pendant toute la période de l'Indochine, il y aura aussi les dominicains espagnols. Donc les MEP, si je ne me trompe pas, c'est donc en 1659 qu'ils obtiennent ce rôle d'évangéliser, et les dominicains, c'est 20 ans plus tard, 1679. Les Espagnols vont rester pendant toute la période, en plus dans une région extrêmement peuplée de catholiques, et par exemple la ville de Haiphong, qui est un port très important du nord, du Tonkin, a été toujours un évêché espagnol. Les Français vont tout faire pour essayer de virer l'espagnol, mais ils ne vont jamais y arriver. Donc c'est juste pour dire que c'est les Français qui dominent, mais il y a aussi des dominicains espagnols qui sont restés pendant toute l'Indochine française. Les MEP, on va en parler dans cette émission, oui. Ce sont les missions étrangères de Paris, c'est ça, le P, avec cette institution qui existe toujours, qui est toujours très importante, et surtout dans l'histoire de territoires qui nous intéressent. Une fondation en 1663, mais avec des recommandations papales qui arrive quelques années plus tôt, en 1659. Au peuple, prêchez l'obéissance à leur prince, même difficile. Et tant en privé qu'en public, priez Dieu de tout votre cœur pour leur prospérité et leur salut. Ne critiquez pas leurs actions, même celles des princes qui vous persécuteraient. Ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leurs rites, leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu'elles ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale. C'est en 1659 que le pape Alexandre VII donne des instructions à ses premiers vicaires qui partent là-bas au bout du monde. Claire Tran, c'est très intéressant ce qu'il dit là. Il dit, en gros, fondez-vous dans le paysage, bon, sauf si c'est inacceptable, mais pour le reste, faites au mieux pour qu'il n'y ait pas de tension et que, comme ça, vous puissiez gagner peu à peu le terrain. Oui, et surtout, il dit donc de respecter les traditions locales, mais aussi le pouvoir établi. C'est très important. Ces instructions doivent faire écho justement à ce qui se passait avant, c'est-à-dire cette division du monde en deux. Et en fait, la colonisation en Amérique n'a pas vraiment respecté les cultures locales. Donc c'est cette idée-là que désormais l'évangélisation doit se faire dans le respect des cultures locales et du pouvoir établi, surtout en Asie où les pouvoirs sont très forts. Et il est vrai que les premiers pays vers lesquels se tournent les missionnaires, c'est le Japon, c'est la Chine, et ce sera le Vietnam ensuite et la Corée, 4 pays qui sont d'influence confucéenne et où effectivement le christianisme doit se faire accepter. Et donc voilà, effectivement, ces instructions sont jusqu'à la fin de la colonisation va poser aussi un problème, puisque de fait la colonisation française va être faite sur des motifs religieux.
c'est-à-dire un peu en contradiction avec ces instructions du pape Alexandre VII. C'est ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre comment sur le temps long, parce que évidemment il faut se projeter jusqu'à la colonisation à la fin du 19e siècle, comment ces instructions religieuses, ces différents parcours humains vont servir à la colonisation avec un paradoxe sans cesse. Et je sens que ça va être une émission de paradoxe. Le pape dit respecter le pouvoir en place, mais en l'occurrence, le colonisateur va profiter des missionnaires pour récupérer le pouvoir. Ces premiers missionnaires partent là-bas, j'imagine, et vous l'avez dit, ne serait-ce que la question de la langue. Mais quel travail il a fallu faire pour réussir à échanger, tout simplement. Tout à fait. Donc, comme je le disais, ce sont les jésuites portugais qui vont constituer les premiers dictionnaires. Les premiers dictionnaires sont portugais, latins, vietnamien. Donc ensuite il y aura d'autres dictionnaires produits aussi par les MEP comme le dictionnaire de Pignot de Béhène ou de Monseigneur Tabert, mais c'est un vrai travail de langue, de lexicographie, de grammaire même, qui sont toujours une référence, et les Vietnamiens utilisent ces travaux pour ça nous permet d'avoir un état de la langue du vietnamien au XVIe siècle, XVIIe siècle, ce qui est très précieux. Donc oui, c'est un travail très important, et le plus dur surtout, c'est que le vietnamien à 6 tons, c'est-à-dire c'est une langue monosyllabique avec des tons, et donc pour pouvoir prêcher, il faut maîtriser ces 6 tons. Or, avec les caractères en chinois, on ne peut pas repérer les tons, et donc cette écriture, le Koknge, reprend des signes, notamment portugais, qui permettent de distinguer les 6 tons et de pouvoir prêcher de manière, de pas dire trop de bêtises. Et donc oui, c'est un vrai effort de langue, et tous ces ouvrages ont été faits. Alors on parle toujours des missionnaires, mais en fait, bien sûr, il a été fait avec des lettrés vietnamiens qui ont beaucoup travaillé et qui ont permis à ces missionnaires de maîtriser cette langue et de constituer ces dictionnaires. Voilà, nous connaissions par Jacques Brel la valse à 1000 temps, voici la langue à 6 tons. Le père de Rhodes, qui était libre, il a été envoyé à Cochinchine pour parler le langage occidental, et il a appris la langue d'une façon extraordinaire. Il raconte dans son livre que grâce à un enfant de 13 ans, il a appris à prononcer les tons. Il faut savoir que le vietnamien a 6 tons. Et il a commencé à parler avec le peuple de façon qu'au bout de 6 mois, il pouvait prêcher. Il a fait des conversions parmi des bonzes. Il y a eu un bonze fameux d'une paroda qui est devenu chrétien et qui certainement l'a aidé énormément à trouver le vocabulaire exact religieux pour expliquer la doctrine chrétienne. Comment dire en vietnamien des idées qui n'existent pas dans cette langue, dans cette culture? Il fallait trouver des façons de le dire. Et c'est grâce à ce bonze et puis quelques lettrés confucéens qui sont devenus chrétiens qu'il a trouvé certainement le vocabulaire précis. Le père Felipe Gomez, qui en 1996 s'exprimait sur les chemins de la connaissance, c'est France Culture évidemment, à propos de la manière dont ces missionnaires arrivaient à échanger. Au-delà de la langue, Claire Tran, oui, il y a des idées à traduire, et c'est très difficile de faire passer des choses que on ne peut pas comprendre en soi. Et d'ailleurs, dites-nous, parce que là aussi il faut peut-être dresser le panorama, on parle de confucianisme, c'est quoi en fait les croyances de ces habitants du Vietnam? Alors, comme dans beaucoup de pays d'Asie, il y a une forme de syncrétisme de toutes sortes de croyances. Donc, par exemple, que ce soit pour la Chine ou pour le Vietnam, vous avez les trois croyances qui sont le bouddhisme, enfin d'abord le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. Et tout ça est mélangé. Si vous allez au Vietnam, dans les temples, vous voyez très souvent tous ces des statues de ces différentes pensées. C'est pas toujours des religions. Et ce qui est important, c'est de souligner que ce n'est pas seulement une religion, c'est aussi une conception de l'État et des relations sociales. Et dans la conception du confucianisme, la société est donc gérée par un empereur qui est appelé fils du ciel et qui permet la connexion entre le ciel et les hommes. Et donc, comme l'a très bien dit Jacques Gernet dans son livre Confucianisme et christianisme, en réalité, c'est ce qui se passe aussi en Chine, il y a un problème avec le christianisme.
Et je donnerai un exemple très simple. Il y a beaucoup, Jacques Gernet a écrit un livre très important dessus. C'est par exemple la prière des catholiques, le Notre Père. C'est-à-dire que n'importe quel paysan du Nord ou du Sud peut appeler Dieu mon père, notre père. Et alors que dans le confucianisme, seul l'empereur est le fils du ciel et peut s'adresser au ciel. Donc c'est un peu quand même compliqué. Ceci dit, que ce soit Matteo Ricci en Chine ou Alexandre de Rhodes au Vietnam, on a essayé de trouver beaucoup de points communs entre le confucianisme et le christianisme. Mais il va y avoir donc notamment le respect des parents. Ça fait référence à un commandement de la piété filiale, ou l'humanisme confucéen. Donc il y a beaucoup de points communs, ce que va faire Matteo Ricci aussi. Mais ce sera quelquefois difficile pour les confucéens d'accepter ce christianisme qui remet en cause le système avec il y a aussi le culte des ancêtres, aussi le culte à l'empereur, le culte des ancêtres, et c'est la querelle des rites qui a été beaucoup évoquée au XVIIe et XVIIIe siècle, qui en fait c'est une querelle entre missionnaires qui prétend, alors les jésuites disant c'est que ce culte à l'empereur et ce culte aux ancêtres, ce n'est pas grave, on peut très bien être chrétien et rendre hommage à l'empereur et respecter ses ancêtres. D'autres, comme les dominicains, notamment les dominicains espagnols, disent non, ça c'est hérétique. Et donc c'est cette querelle qui va pourrir en fait la situation des catholiques et les rendre, le pouvoir confucéen va être hostile à cette minorité. Oh, quel boulot pour adapter le christianisme au confucianisme. Il faut être extrêmement malin surtout. Alors c'est sûr, il y a des jésuites, on les connaît, ils savent faire. Mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment toute une idée à mettre en place pour que des gens qui sont, alors vous l'avez dit, que ce soit le taoïsme, le bouddhisme ou le confucianisme, aptes à comprendre ce que leur racontent ces chrétiens. C'est pas simple, mais ça correspond un peu aux instructions papales qu'on a entendues dès le début, c'est-à-dire allez-y doucement, faut y aller mollo, et tout doucement, les idées vont réussir à se propager. C'est dur à adapter. Oui, et donc en fait cette adaptation s'est faite grâce aux Vietnamiens aussi. Ça, il faut le signaler, qui vont notamment donc parce que tout est en latin. Donc on fait une messe en latin. C'est quand même difficile pour un catholique. Donc il y a tout un corpus de prières qui ont été réalisées à partir de traductions de textes en français, en latin, en vietnamien. Et donc si vous allez dans une église au Vietnam, vous entendrez avant, après la messe, des prières, des litanies de prières qui sont très anciennes et qui ont été adaptées par les Vietnamiens et on peut parler vraiment d'acculturation. Donc c'est 2 siècles et demi avant que les Français n'arrivent. Donc on a vraiment un christianisme vietnamien très ancien. Ça s'adresse à qui? Quand ces missionnaires arrivent, ils vont voir les petites gens ou alors ils vont voir les élites? On a entendu parler tout à l'heure aussi qu'il y a les lettrés. Enfin, on sait bien comment dans une société plusieurs pôles peuvent être utilisés pour faire progresser une religion. Là, en l'occurrence, c'est qui? C'est auprès du souverain, auprès des religieux ou auprès des paysans? Eh bien, en fait, c'est d'abord auprès des souverains, parce que l'idée, c'est de se faire accepter par les autorités. Et donc, c'est ce que vont faire les jésuites, mais ce que vont faire aussi les missions étrangères. Par exemple, Pignon de Béhaine, qui est un grand nom dans les missions étrangères de Paris, va essayer de convaincre le représentant de la dynastie, de la future dynastie des Nguyen, Jialong, qu'il peut être aidé militairement par les Français, et ainsi, en l'aidant, il espère qu'il va pouvoir convertir l'empereur. Donc c'est bien sûr d'abord cette idée-là. Dans la pratique, on va voir que ces désirs ne peuvent pas se réaliser parce que dans l'état d'esprit de Jialong et de ses successeurs, il est hors de question d'abandonner le confucianisme, et il y a quand même les difficultés que j'ai soulignées. Donc oui, c'est d'abord les élites, et dans la pratique, étant donné qu'il y aura beaucoup de persécutions contre eux, eh bien, ce sera plutôt le peuple, les paysans, alors qu'au départ, il y avait eu quelques conversions parmi les lettrés. Donc voilà, c'est d'abord les élites, mais finalement, massivement, ce sera plutôt les populations des campagnes. Avec de grandes figures, on l'entend, bon, ils sont pas nombreux, c'est pas des armées entières de missionnaires qui arrivent, il y en a quelques-uns, mais parmi ces figures, l'une demeure majeure, en tout cas pour le XVIIe siècle, Alexandre de Rhodes.
Ils étaient tous ravis quand je leur faisais voir la conformité de notre religion avec la raison, et admiraient surtout les 10 commandements de Dieu, trouvant qu'il ne se pouvait rien dire de plus raisonnable et de plus digne d'être proposé par le souverain monarque du monde. La méthode que je tenais était de proposer l'immortalité de l'âme et l'autre vie. De là, je passais à prouver la divinité, puis la providence. Ainsi, de degré en degré, nous venions aux mystères les plus difficiles. Alexandre de Rhodes, sa stratégie pastorale. Avec ici un missionnaire du XVIIe siècle, et vous nous l'avez dit, Claire Tran, il est d'Avignon. Alors il n'est pas français au sens où Avignon dépend alors du pape. On a tous les éléments qui peuvent expliquer le succès du catholicisme. On voit bien, alors il dit ça fonctionne bien. Dans les 10 commandements, ça c'est pas mal. La vie après la mort. Ça aussi c'est bien. Ça c'est un classique aussi pour expliquer le succès du christianisme. Un personnage comme Alexandre de Rhodes, imagine-t-il la colonisation? C'est complètement anachronique, on est au XVIIe siècle, c'est-à-dire c'est un pur évangélisateur. Alors, Alexandre de Rhodes, donc, est avignonnais, vous l'avez dit. Il vient avec les jésuites portugais. Il faut savoir que parmi les jésuites qui ont été au Vietnam, de 1615 à 1788, il y avait 145 jésuites, 74 étaient portugais, 30 italiens, 5 français, 4 espagnols. C'est juste pour vous donner une idée. Et donc, bien sûr qu'à l'époque, les Portugais sont quand même encore dans le padroado. Le padroado, c'est-à-dire cette idée que les Portugais ont un rôle à évangéliser. Donc, non, je pense que quand même, il y a aussi cette idée-là. Mais lui, Alexandre de Rhodes, est très important. Pas seulement lui, beaucoup d'autres jésuites, c'est de dire non, on va pas pouvoir dominer le Vietnam. Ce sont des pouvoirs centralisés très forts, hein, les pouvoirs impériaux comme la Chine ou le Vietnam, et que non, il propose justement une autre vision qui est de s'acculturer dans la culture locale et de se soumettre aux pouvoirs locaux et non de s'imposer comme une puissance impériale, comme l'a fait le Portugal dans d'autres pays comme le Brésil ou d'autres. Mais en Asie, c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de grande colonisation. Pourtant, c'était eux qui avaient cette zone asiatique. C'était plutôt des comptoirs. Et donc, oui, dans ce sens, il est assez révolutionnaire de dire il faut former des Vietnamiens, des prêtres, des évêques aussi. Alors, dans les pays de mission, les évêques ne s'appellent pas évêques, ils s'appellent des vicaires apostoliques. Et donc, oui, il est assez révolutionnaire quand il prône auprès de Rome, quand il est chassé du Vietnam, parce qu'il y a des persécutions, et il dit la priorité, c'est de former des Vietnamiens. Ouais, c'est ça, parce que on voit bien qu'il y a l'exemple chinois en parallèle, et que ce qui se passe en Asie n'est pas du tout ce qui a pu se passer en Amérique ou en Afrique. Et l'exemple chinois, ce sont un peu les mêmes gens, mais c'est là où ces missions étrangères de Paris sont fondamentales. C'est-à-dire que tout est relié. Et avec comme centre ces missions parisiennes, c'est une institution fondée dans les années 1660. Enfin, on est au XVIIe siècle et un outil magistral pour propager cette foi. Tout à fait. Donc ils vont mettre du temps à arriver, c'est compliqué. Il faut bien imaginer justement ce que je vous ai décrit, des contradictions entre le confucianisme et le christianisme. Il va y avoir régulièrement des persécutions, c'est-à-dire que c'est des étrangers quand même. Hein. Il y a peu d'étrangers, ces missionnaires sont tout de suite repérés dans les villages. Alors on est aussi au Vietnam dans un contexte de guerre civile. On avait une dynastie, la dynastie des Lê, et ensuite des seigneurs au nord, les seigneurs Trinh, et au sud, les seigneurs Nguyen. Et on est dans une période de guerre, et donc ces étrangers qui sont là sont suspects, et donc les missionnaires des missions étrangères de Paris vont avoir des difficultés à rentrer dans le pays même. Hein. C'est plusieurs années après qu'ils vont finalement y rentrer et subir, avec les Espagnols d'ailleurs, des persécutions qui ne vont faire que s'aggraver. Et quand on arrive au XIXe siècle, finalement la crainte qu'avait le pouvoir confucéen se confirme, c'est-à-dire qu'on a au XIXe siècle un mouvement d'impérialisme très important occidental. Toutes les grandes puissances veulent avoir leur colonie, et donc on va associer
les catholiques avec cette religion, associer les catholiques avec les étrangers qui veulent intervenir, et c'est ce qui va se passer en fait. Oui, parce que en soi, un missionnaire, on se moque un peu de sa nationalité, qu'il soit portugais, français, italien, peu importe, il est porteur de la même parole. Tout à fait, oui. Mais pour les empereurs ou les représentants de l'autorité vietnamienne, ce sont des étrangers. Et oui, voilà, ce sont des étrangers, c'est un point commun. Et de temps en temps, Claire Tran, comme vous venez de le rappeler, il y a des tensions internes dans ces territoires-là, sous forme de guerre civile, et ces étrangers peuvent être intéressants à la recherche d'alliés. S'il est un souverain dont on pourrait prétendre qu'il mena une vie aventureuse, c'est bien Djalong, empereur d'Annam. On pourrait d'ailleurs en dire autant de celui qui l'aida à reconquérir un trône que la rébellion avait arraché à sa famille. Nous voulons parler de Monseigneur Pignot de Béhaine, évêque d'Adran. Un jeune prince, presque un enfant, un prêtre à des missions étrangères de Paris que rien ne paraissait désigner pour un grand rôle politique, voilà les deux protagonistes d'une étonnante histoire dont le premier chapitre s'écrivit en novembre 1776. En tout cas, lorsque le jeune prince Nguyen Han vint de nuit frapper à la porte de Monseigneur Pignot, vicaire apostolique de Cochinchine, les deux hommes ne se doutaient pas des liens qu'allait nouer leur destinée. Ils n'imaginaient pas non plus le rôle que, en conséquence de cette visite nocturne et de la charité de l'accueil, la France jouerait dans l'avenir de l'empire d'Annam. Maurice Percheron, l'historien des grandes figures de l'Asie, qui s'exprimait ici dans l'heure de culture française. C'était en 1953. C'est sûr qu'il y a des histoires sublimes à raconter. Je pense que ces missionnaires en ont besoin également pour apporter des récits. Dans le cas de Pignot de Béhaine, là, on a de la géopolitique. La religion se mêle aux intérêts locaux. Oui, c'est une manière d'essayer de convertir ce prince qui n'est pas encore... la dynastie va être fondée avec lui. Donc en fait, c'est un seigneur qui est au sud. Il y a une autre dynastie qui s'est mise en place, c'est les frères Tyson, et ils sont en conflit, et donc ils cherchent des armes. Et là, Monseigneur Pignot de Béhaine lui propose des armes, et lui propose aussi un traité d'alliance avec la France, donc il se fait représentant des intérêts français, et donc il l'amène, le fils de Nguyen Anh, son fils Nguyen Cang, à Versailles en 1787. Donc c'est une mission diplomatique et qui demande auprès de Louis XIV une mission pour aider le jeune prince à gagner la totalité du pays, ce qu'il va faire. Et finalement, Louis XIV va... Louis XVI. Louis XVI, il ne va pas vouloir, Louis XVI, pardon, il ne va pas vouloir finalement envoyer cette expédition, et Pignot de Béhaine prend l'initiative avec ses contacts pour acheter du matériel de guerre. C'est grâce donc à l'aide militaire du Monseigneur Pignot de Béhaine que Djalong donc prend le pouvoir et installe sa nouvelle dynastie, parce que jusqu'ici c'était plutôt une dynastie au nord, et il installe son siège donc à Hue, la capitale impériale que vous pouvez encore visiter aujourd'hui, donc au centre Vietnam. Avec ces intérêts que nous entendons bien ici, mais Claire Tran, on a malgré tout des relations diplomatiques. Alors là, c'est une relation diplomatique sous Louis XVI un peu particulière parce que il y a des enjeux, mais le souvenir demeure vivace de la venue des ambassadeurs du Siam, un autre territoire, auprès de Louis XIV. Ce territoire du Siam, c'est quelque chose qui joue en comparaison. Pourquoi n'y a-t-il pas le même phénomène entre le Siam et puis ce qui se passe dans le Vietnam ? Oui, alors ce qui est très particulier au Vietnam, c'est que finalement c'est dans ce pays que le christianisme va se développer. Dans les pays de bouddhisme Theravada, comme la Thaïlande, le Cambodge et le Laos, qui appartiennent à l'Indochine française, il n'y a pratiquement pas de conversion. Ils sont complètement hermétiques à ces messages-là. Ceci dit, certains rois thaïlandais vont être tout à fait accepter la présence de missionnaires. C'est d'ailleurs à Ayutthaya, l'ancienne capitale de la Thaïlande, que les missions étrangères vont créer un de leurs séminaires pour former les Vietnamiens qui ne peuvent pas être formés au Vietnam parce qu'il y a des persécutions. Donc il y a cet endroit est important, la Thaïlande, parce que il est une base arrière pour les vicaires apostoliques, par exemple, qui n'arrivent pas à rentrer au Vietnam. Certains vont rester un certain temps à Ayutthaya, donc en Thaïlande. Mais voilà, le christianisme s'est très peu développé dans ce royaume. La Thaïlande, le royaume de Siam, c'est vrai que ici nous avons ces enjeux qui nous paraissent
à la lecture que nous pouvons avoir de ces événements comme conduisant à la colonisation. Mais au XVIIe siècle, en ce moment où il y a Pignot de Béhem qui réfléchit et qui se fait un peu abandonner par le roi Louis XVI, d'ailleurs, c'est sur ses propres deniers qu'il soutient ce prince local, on n'est vraiment pas encore dans l'idée de colonisation. Est-ce qu'on voit apparaître ici des militaires envoyés par des Occidentaux pour prendre place, des comptoirs, c'est tout, ça va pas plus loin? Non, à cette époque-là, à l'époque de Pignot de Béhem, ça ne va pas plus loin. C'est vraiment le XIXe siècle où la France va face aux Britanniques qui développent leur empire dans toute la région, y compris les Hollandais qui sont dans ce qui sera plus tard l'Indonésie. Les Français ont là du coup une perspective d'avoir un empire. Mais avant, c'est vraiment ces missionnaires essayent de satisfaire l'empereur et éventuellement de le convertir et de convertir le pays par la même occasion. Mais ça ne se fera pas. Non, ça se fait pas. C'est vraiment, d'ailleurs, l'élément intéressant. C'est ce qui montre la solidité des institutions qui sont mises en place, la solidité du confucianisme. C'est très difficile, peu à peu, de convertir. Mais malgré tout, il y en a quand même. Il y a des convertis. Tout à fait, et c'est très spécifique au Vietnam. Alors il y a beaucoup d'historiens qui ont réfléchi sur cette conversion. En proposant aussi, enfin que le christianisme aurait proposé justement un message un peu d'égalité dans une société qui était très hiérarchisée. Alors bien sûr, les concours mandarinaux permettaient à toute personne de se présenter et de devenir un jour mandarin, mais il offre un message pas le terme, il offre une perspective de salut en quelque sorte. Et je citerai ma collègue professeur Tran, qui est à l'université de Toronto, qui a évoqué l'existence, elle a découvert sur des stèles des baptêmes d'ancêtres, c'est-à-dire que les Vietnamiens, dans leur perspective de culte des ancêtres, elle a constaté en lisant ces stèles que certains catholiques baptisaient a posteriori leurs ancêtres. Donc c'est juste intéressant de voir comment ils adaptent, ils s'imprègnent et ils adaptent à leur propre croyance le christianisme. Avec les persécutions, parce que c'est pas rien de se convertir au christianisme dans ce Vietnam-là. Les persécutions sont violentes, elles expliquent comment? C'est-à-dire, c'est la vision que c'est quelque chose qui vient de l'étranger, donc avec la peur d'une colonisation, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt lié à la croyance, à la foi, en disant cela vient perturber notre croyance, ou les deux? Voilà. Alors ça vient surtout perturber le système complet. C'est pas juste une croyance, c'est une organisation politique. Donc il y a déjà des persécutions au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, mais elles vont vraiment s'aggraver et étonnamment directement par les descendants de Jialong, qui notamment le dernier To Duc, qui va faire beaucoup de persécutions au moment où les Français essayent d'intervenir et d'occuper, justement de demander à l'empereur de laisser la liberté religieuse aux catholiques. Donc ces persécutions vont faire, c'est très difficile à évaluer, mais jusqu'à 300 000 morts sur les 2 siècles. Donc c'est énorme. Donc en fait il y avait des vagues de persécutions, des vagues de tolérance, mais elles vont s'aggraver avec le 19e siècle. Avec pour ces missionnaires l'occasion de se présenter comme martyrs, parce que il y a toujours cette quête d'un idéal de martyr, et partir en mission dans des territoires pas si sympathiques que ça pour les catholiques, c'est une bonne occasion. Ah, ça c'est sûr. Alors, je sais pas si c'est bonne occasion, mais bien sûr, quand on part, que ce soit d'ailleurs pour pas seulement le Vietnam, mais avant le Japon et la Chine, François Xavier, le jésuite, part au martyr. Ils savent que ça va être difficile, et donc, mais au-delà, alors ces missionnaires, ils sont très peu nombreux en réalité. Le christianisme va surtout se développer par la communauté catholique. Je dirais aussi par les femmes, on en parle peu, mais ce sont les femmes qui vont transmettre les religions. Vous aviez par les dominicains espagnols un ordre c'est pas un ordre, c'est une institution qui s'appelle les tertiaires. C'est un ordre laïque avec des hommes et des femmes et qui vont convertir eux-mêmes, donner le baptême, etc. Donc on doit vraiment à cette Église d'avoir que cette croyance ait pu se poursuivre malgré toutes ces persécutions. Ça doit être dur dans une société qui est marquée par le confucianisme et puis par les persécutions, de pouvoir maintenir une religion qui nécessite des moments de réunion. Je pense à la messe. C'est-à-dire qu'il y a une société secrète
qui serait chrétienne? Alors ils devaient en tout cas se cacher pendant très longtemps, pendant toutes ces persécutions, ils doivent se cacher. Très compliqué de cacher un missionnaire, un Espagnol ou un Français barbu dans la rizière, hein, puisque donc oui, c'était clandestin, c'était souvent sous des bateaux. Donc jusque à la colonisation française, les églises, c'est difficile d'en construire parce que c'est repérable, etc. Et on essaye en fait, sur le terrain, je vous ai dit qu'il y a la guerre civile, certains missionnaires s'arrangent avec certains responsables locaux, certains mandarins qui sont pas nécessairement hostiles, et donc il y a des arrangements locaux avec les Vietnamiens. Mais ce sont les Vietnamiens qui permettent, qui protègent les missionnaires, hein, parce qu'ils sont incapables de pouvoir vraiment se défendre. Alors certains bien sûr parlent bien le vietnamien, mais au fond c'est quand même les catholiques qui vont concrètement les protéger, les cacher, et donc ça c'est une expérience qui est très importante dans l'histoire des Vietnamiens, hein, cette histoire des martyrs, effectivement, qui vont être d'ailleurs au début du XXe siècle béatifiés. Il y aura 117 martyrs béatifiés. Il y avait 11 missionnaires espagnols, 10 missionnaires français, des MEP, et tout le reste, ce sont des Vietnamiens, mais ils étaient des milliers, et donc ça c'est très important dans cette histoire catholique des Vietnamiens. Ces missionnaires des MEP, ce sont ces missionnaires des missions étrangères de Paris. Salle des martyrs. Martyr vient d'un mot grec qui veut dire témoin. C'est la salle des témoins de l'amour de Jésus-Christ. Et au centre de la pièce, vous avez cet instrument qui s'appelle une cangue qui servait à entraver les prisonniers au Vietnam. Ça se démontait, on plaçait la tête des prisonniers ici, au centre, ça se refermait et ça se portait autour du cou pendant toute la captivité des prisonniers, captivité qui pouvait être de quelques semaines jusqu'à quelques mois. Ça pèse une dizaine de kilos. Pourquoi est-ce qu'on a placé cette cangue au centre de la pièce? Parce qu'elle a entravé un père des missions étrangères de Paris, Saint-Pierre Bory, qui est mort martyr au Vietnam en 1838. Et ça symbolise un peu comme la croix du Christ, la croix des martyrs d'Extrême-Orient. Une visite aux missions étrangères de Paris, c'était en 2013. Oui, ces martyrs, ils sont importants, mais ils sont d'autant plus importants qu'ils écrivent cette histoire du christianisme au Vietnam. Et elle a besoin d'ancienneté. Et cette ancienneté, on l'entend, vous nous l'avez dit, Claire Tran, depuis le XVIe siècle, ces missionnaires portugais, etc. Et puis, il y a du vécu, il y a des choses à raconter avec ces vies de ceux qui ne sont pas encore saints, mais qui le deviennent au début du XXe siècle. Tout à fait. Ceci dit, il y a donc ces martyrs, et puis il y a aussi des personnages vietnamiens qui ne sont pas, qui essayent aussi d'être, qui peuvent être des conseillers auprès de l'empereur, par exemple Gialong. L'idée étant qu'ils maîtrisent une langue occidentale. Ils ont quelquefois été même en France. Je pense à Nguyen Trung To, qui est un lettré catholique qui n'a pas pu devenir mandarin parce que les catholiques n'avaient pas le droit d'être mandarin, mais qui va conseiller l'empereur et lui écrire, il est connu pour ses suppliques à l'empereur, et il essaye d'aider l'empereur à négocier avec les Français, mais aussi à essayer de moderniser le pays. Comment faire pour faire face à la pression occidentale, la pression française. Et donc l'idée, c'est de former une diplomatie capable de négocier et puis de moderniser le pays. C'est vraiment l'enjeu des catholiques. Et donc il y a eu un certain nombre de figures catholiques qui ont essayé aussi de participer à cette modernisation avant la colonisation française et ensuite après. Donc ce sont aussi des personnages de passage, mais qui sont des passeurs, mais il faut dire que certains ont été vus par la suite, notamment par l'historiographie communiste, et même avant, comme des traîtres qui étaient trop proches des Français et grâce à qui la France a conquis le Vietnam. Donc ces catholiques étaient entre les deux, donc pas seulement des victimes et des martyrs, mais aussi des personnes qui ont permis à l'empereur d'essayer de négocier avec eux. Ça n'a pas réussi, mais voilà, c'est important aussi de dire que ce ne sont pas que des martyrs et que des victimes. Et on l'a dit, c'est une émission de paradoxe. On a évoqué ce paradoxe entre les instructions du pape Alexandre VII au début, pas du tout au début, au milieu du XVIIe siècle, qui disait laissez-les faire tranquilles. Et puis, non, ces éléments-là sont repris pour la colonisation. On entend là, Claire Tran, un autre paradoxe, c'est l'aspect universel ou universaliste d'un message religieux qui, en réalité, est compris comme une domination étrangère. Ces persécutions deviennent intéressantes dans notre histoire, car elles servent de prétexte à la colonisation. Mais les Français ne seraient jamais venus ici s'il n'y avait pas eu de persécution. Ce sont des vérités historiques. À votre avis, ça n'est pas la manifestation d'une volonté d'expansion
colonial qui a amené les Français ici? Non, certainement pas. Certainement pas. Je me base là-dessus, sur l'histoire elle-même. Cela n'a peut-être pas été aussi simple. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, la France et l'Angleterre s'opposaient et rivalisaient dans l'édification d'un empire colonial. Le père Parel des missions étrangères de Paris qui, en 1971, racontait l'histoire, ou en tout cas son histoire, de la colonisation française du Vietnam, enfin de l'Indochine, au 19e siècle, en disant « Ah ben non, c'est vraiment pour lutter contre les persécutions ». C'est une narration qui a justifié l'intervention sous le Second Empire, sous Napoléon III, c'est là où il y a les interventions. Tout à fait, c'est sous Napoléon III qu'est décidée cette intervention. Il ne faut pas oublier le rôle de l'impératrice Eugénie, qui est elle-même espagnole et qui a aussi des missionnaires espagnols. La première intervention va se faire sous le prétexte du massacre de missionnaires espagnols. Donc oui, c'est tout à fait étonnant. Je dois dire qu'en Asie, c'est un cas très particulier. La plupart des colonisations se font sur des raisons mercantiles, économiques. Les Britanniques, les Hollandais ne visent pas du tout à convertir les peuples qu'ils colonisent. Les Français, c'est le seul cas en Asie de cet argument. Donc je pense que c'est un prétexte au début, et puis il y a des militaires, des hommes d'affaires, etc., qui vont prouver à la République qui va suivre, à partir de 1870, que c'est intéressant de coloniser et qu'il faut poursuivre plus loin cette occupation. Donc c'est au départ une raison religieuse, oui, mais très vite, on est au début du 19e siècle, au milieu plutôt, eh bien c'est aussi un prétexte qui va, et cet argument religieux va persister malgré le fait que la République installée, il y aura aussi tout un discours de certains gouverneurs généraux qui seront très anticléricaux, mais on continue, comme dit Léon Gambetta, l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation, et donc il va y avoir une utilisation du christianisme pendant toute la colonisation, jusque, je dirais, à la guerre d'Indochine, où on va, pour pouvoir rester, on va justifier de rester contre et d'aider les Vietnamiens et les catholiques aussi à ne pas se faire occuper par les communistes, enfin à ne pas subir les persécutions des communistes. Donc c'est une idée qui va persister tout au long de la colonisation. Nouveau paradoxe, parce que Napoléon III dise qu'il va intervenir en Indochine pour lutter contre les persécutions, on peut encore le comprendre. Mais que la Troisième République, au fur et à mesure où elle se laïcise, continue d'utiliser ce prétexte de lutter contre les persécutions, là c'est paradoxal, parce que c'est pas du tout la même politique qui est appliquée en métropole. Alors, il faut distinguer au début de la colonisation entre les premiers gouverneurs généraux qui sont des militaires, catholiques, et qui vont soutenir la religion catholique. Par exemple, il y a un amiral qui construit en 1863, l'amiral Bonnard, fait construire la première église en bois à Saïgon, et même à un moment donné, l'église est endommagée par les termites. Il y a des messes qui ont lieu dans le palais du gouverneur en Cochinchine. Par la suite aussi, dans ces premiers gouverneurs généraux militaires, l'évêque de Saïgon reçoit une subvention pour ses frais de tournée, de mission, c'est 20 000 francs, et on construit surtout l'église, la cathédrale de Saïgon, que vous pouvez voir jusqu'à aujourd'hui, qu'on surnomme la cathédrale d'État, 2,5 millions de francs pour construire cette église. Donc c'est tout à fait étonnant. L'église que l'on voit à Saïgon a été construite par les autorités coloniales, et sur cette église, vous avez, alors c'est aujourd'hui une statue de la Vierge, mais à l'époque c'était une statue de Pigno de Béhène avec le petit Nguyen Cang qui lui tenait la main, symbole justement de cette France qui va conduire le peuple vietnamien qui a besoin d'aller sur la voie du progrès, guidé par la France. Donc oui, c'est au début des relations étroites entre les gouverneurs généraux et l'Église. Ce ne sera plus le cas à partir de la République, avec au contraire des gouverneurs généraux qui seront beaucoup plus méfiants à l'égard des missions, et quelquefois même plus. Oui, parce que on pourrait dire ici, Claire Tran, que la lecture caricaturale qui serait de dire avant la colonisation de ces années 1860, les missionnaires étaient persécutés et après, ils sont mis en avant. C'est faux. C'est beaucoup plus en nuance qu'il faut raconter cette histoire-là, parce que déjà, avant la colonisation, selon les moments que nous regardons, ils ne sont pas tout le temps persécutés. Déjà avant. Tout à fait. Il y a des phases de tolérance. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de la colonisation,
les chrétiens vont pouvoir pratiquer librement, construire des églises. Et donc ça, c'est avoir des écoles, avoir des hôpitaux. Donc c'est une grande différence, bien sûr, alors qu'ils étaient pourchassés, etc., dans des persécutions. Donc c'est une grande différence. Mais je dirais que donc la plupart des gouverneurs généraux vont quand même avoir des bonnes relations malgré tout avec les missionnaires. Les missionnaires français sont des sources d'information pour les gouverneurs, pour savoir la situation dans les campagnes, etc. Donc c'est quand même utile. Mais vous avez des figures comme par exemple Paul Bert, qui était ministre de l'instruction publique et des cultes dans le gouvernement Gambetta, qui va devenir résident général du Tonkin. Bon, il va mourir 7 mois après qu'il arrive, mais il considère qu'il ne faut pas appliquer les lois laïques à l'Indochine parce que c'est un outil pour la pacification et les intérêts français par l'enseignement de la langue, etc. Mais d'autres, comme le gouverneur général de la Naissance, sera beaucoup plus sceptique sur les missions et voudra faire en sorte de les contenir et de ne pas les privilégier surtout. Donc on a vraiment une situation complexe qui n'est pas juste une alliance évidente des gouverneurs généraux, de la colonisation et des missions. Sachant qu'en France, cette colonisation au Tonkin est également critiquée. Faudrait pas imaginer une France unanime ou en tout cas un monde politique unanime disant que la colonisation au Tonkin c'est très bien, et là je parle de ces premiers temps de la Troisième République. Jules Ferry, le colonisateur du Tonkin, il est beaucoup critiqué sur ce point-là. Oui, en effet, toutes les intérêts français ne souhaitent pas nécessairement investir, dépenser de l'argent pour cette conquête. Alors vous allez avoir beaucoup d'aventuriers qui vont essayer de prouver l'intérêt de la conquête et l'intérêt économique. Par exemple, il y a des personnes qui vont explorer, par exemple, les mines au Tonkin en disant mais là il y a des mines qui pourraient être d'un grand intérêt pour l'économie. Donc il y a d'intérêts économiques qui vont aussi pousser la balance dans le développement de l'Indochine et notamment la conquête du Nord, puisqu'au début les Français sont seulement en Cochinchine et vont ensuite, à partir de 1880, atteindre Hanoï et du coup créer l'Indochine française en 1887. Et qu'en est-il de la religion traditionnelle ? La religion traditionnelle vietnamienne est une sorte de syncrétisme avec des éléments bouddhisme, taoïsme, confucianiste, etc. Et tous ces héros nationaux étaient quasi divinisés. Ils faisaient partie du panthéon populaire. Et c'est sur ce fond traditionnel de volonté d'indépendance qu'on doit expliquer et analyser la réaction des Vietnamiens à l'occupation française, à l'intervention française à partir de Napoléon III. Jean Chénaud, historien spécialiste de l'Asie orientale, qui s'exprimait en 1969 sur France Culture à propos de ces liens entre la religion traditionnelle, la colonisation. En fait, la colonisation permet aux catholiques de pouvoir pratiquer leur culte, ça c'est une chose, ça n'efface pas les religions traditionnelles, mais surtout la conception de la société. Tout ce que nous avons évoqué, Claire Tran, depuis le début de l'émission, c'est-à-dire depuis ces instructions du XVIIe siècle, s'adapter à la culture, c'est toujours valable, même en temps de colonisation. Tout à fait, et va se développer une église vietnamienne, et notamment qui va rencontrer le souhait du Vatican de créer une église vietnamienne avec des vicaires apostoliques vietnamiens. Et donc c'est sous la colonisation que le Vatican va envoyer un délégué apostolique à partir de 1925, très important. Ce délégué apostolique va s'installer à Hue auprès de l'empereur vietnamien, aux grandes dames du gouverneur général qui voudrait qu'il soit auprès du gouverneur à Hanoï. Par ailleurs, la France considère que le Vatican n'a pas besoin d'avoir un délégué apostolique puisqu'il y a un nonce qui est à Paris. Et donc voilà, donc il va y avoir l'émergence d'une église de plus en plus vietnamienne, et l'autre étape ce sera la nomination des premiers évêques vietnamiens en 1933 et 35, qui est un bouleversement puisque en fait, on peut dire que l'Église et le Vatican en particulier est précurseur puisqu'il nomme aux plus hautes charges de l'Église un Vietnamien. Et donc, c'est une préfiguration de la décolonisation, c'est-à-dire que dès 1933, ils sont prêts à diriger l'Église du Vietnam. Il n'y a plus besoin de missionnaires en soi.
Eh bien, déjà, en 1885, il y a à peu près 2 tiers de plus de clergés vietnamiens que de missionnaires. Ils sont déjà très importants au tout début de la colonisation. Et ça ne va se faire que se développer. Et effectivement, en plus, il y a eu la Première Guerre mondiale, où il y a eu beaucoup de missionnaires qui sont morts pendant cette guerre. Il manque de missionnaires, en fait. Et donc, finalement, ce sont bien les Vietnamiens qui, dans leurs églises, développent le christianisme. Et donc, ces évêques, ça va être... il y en aura ensuite, en 45, il y en a 4. Et ce sera l'émergence d'une église avec des Vietnamiens à leur tête. Donc, c'est aussi pendant cette période-là que le christianisme a pu se développer et devenir une église nationale. Majoritaire, minoritaire, est-ce minoritaire, qu'on arrive... 7%. Les catholiques ne sont que 7%. Bien entendu, ça reste une petite minorité. Et d'ailleurs, ça n'a jamais beaucoup bougé depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui à peu près un peu moins que 7 millions sur une population de presque 100 millions. Donc c'est toujours une minorité, mais une minorité qui a été très active pendant cette période de la colonisation. Ah bah c'est sûr, ça, minorité catholique très active pendant la colonisation. Ce qui est essentiel dans ce culte, c'est la vie qui se transmet de génération en génération. Avec son dogme rigide et absolu, centré sur le salut individuel, le catholicisme s'est introduit dans la vie traditionnelle vietnamienne comme un facteur subversif. Longtemps, c'était l'époque des persécutions. Il a semblé qu'il fallait, par tous les moyens, supprimer cette religion perverse. Composée à 95% de paysans pauvres, ayant à leur tête des missionnaires qui bénéficiaient parfois d'énormes privilèges accordés par les autorités coloniales, les catholiques du Vietnam, à la fois refusés et enviés, ont vécu, vivent encore, dans une sorte de ghetto. Pierre Dumayet en 1971, de passage au Vietnam. Claire Tran, est-ce que c'est toujours subversif aujourd'hui d'être catholique au Vietnam ? Alors je dirais que, étonnamment, beaucoup moins que ça a pu l'être pendant tout ce 19e et 20e siècle. À partir de 1975, le Vietnam est réunifié, c'est les communistes qui occupent le sud, et l'évêque de Saigon, Monseigneur Binh, va donc choisir de collaborer avec les communistes pour sauver les intérêts de cette minorité dans un régime communiste. Et surtout, à partir de 1989, il y aura une visite importante de Monseigneur Etchegaray, ça se passe en juillet 1989, et finalement, le Vietnam va s'ouvrir économiquement. La situation est très difficile économiquement. On a la chute de l'Union soviétique et de l'Europe centrale, et ils ont un besoin urgent de s'ouvrir économiquement. Et l'ouverture religieuse sera un élément important pour le gouvernement communiste, parce que notamment il y a une loi de Bill Clinton en 2018 qui lie l'aide et l'ouverture économique aux libertés religieuses. Aujourd'hui, les prêtres vietnamiens peuvent se former partout dans le monde. Ils sont extrêmement nombreux. Je pense que ça fait partie du nombre, parmi le nombre de prêtres en Asie des plus importants. Et au contraire, alors je citerai juste un élément d'actualité. En juillet dernier, le président du Vietnam est allé à Rome signer un accord qui autorise la présence d'un représentant du pape au Vietnam, à Hanoï. C'est la première fois depuis 1975, et le président a, en décembre de l'année dernière, invité le pape à venir au Vietnam. Donc c'est un événement extrêmement important. C'est un des 3 grands pays communistes en Asie. C'est le seul qui aujourd'hui a des relations, a un représentant du pape à Hanoï et qui invite le pape. Donc on est dans une configuration très différente, et je pense que c'est dû à la capacité des catholiques vietnamiens de s'adapter et de, comme le disait, je reprendrai le texte quand vous avez fait passer du pape Alexandre VII, c'est de s'adapter et de respecter le pouvoir en place. Et aujourd'hui, il y a une évolution tout à fait significative. Et peu importe si le pouvoir est communiste, ce qui nous ajoute un paradoxe à tous ceux que nous avons déjà listés aujourd'hui dans cette émission. Merci beaucoup à vous, Claire Tran, de nous avoir présenté cette histoire d'émission qui se mêle à l'histoire de la colonisation, avec beaucoup d'étonnement de voir comment le prétexte des persécutions peut être utilisé et comment on peut mener une politique laïque en France, mais s'appuyer sur l'Église au moment de la colonisation. Merci beaucoup à vous. Merci. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Comment expliquer le renouveau de la chanson de geste à la fin du Moyen-Âge ? La chanson de geste a été la forme la plus prestigieuse du roman de chevalerie au XIIe et XIIIe siècle. Après une période de recul, ce genre littéraire a connu un véritable renouveau à la fin du Moyen-Âge. Les romans issus des chansons de geste furent nombreux, en effet, parmi les premiers ouvrages publiés dans les villes où s'installèrent les imprimeries à partir du XVe siècle. Cet engouement tardif peut paraître paradoxal, car c'est à ce moment-là que la chevalerie a traversé une crise profonde. La peste et la guerre de 100 ans ont laissé de fortes séquelles dans toutes les strates de la société et notamment dans la noblesse. La baisse générale de leurs revenus a aggravé l'endettement des seigneurs. Ils ont été aussi fortement affectés par les transformations de l'art de la guerre et par la concurrence des riches bourgeois ayant acheté des charges administratives pour accéder au rang de la noblesse de robe. Dans un tel contexte, le renouveau de la chanson de geste peut être vu comme l'expression d'une réaction de la noblesse d'épée, illustrant cette hypertrophie de l'honneur qui est fréquemment présentée comme la seule survivance chevaleresque du XVIe siècle. C'est en tout cas ce que montre l'étude des prologues, insérés de plus en plus souvent par les auteurs anonymes de ces romans de chevalerie, comme une sorte de préambule pour justifier leurs récits et expliciter leurs intentions. Une étude précise des prologues montre des différences dans la façon dont les auteurs concevaient leur propre rôle. Dans un grand nombre de cas, ils se considéraient comme de simples intermédiaires qui se contentaient de rééditer les anciens romans de chevalerie pour les mettre à la disposition de leurs contemporains. Néanmoins, parmi les auteurs de ces préambules, certains se considéraient comme de véritables historiens, soucieux de démontrer la vérité du récit qu'ils présentaient à leurs lecteurs. Pour cela, ils n'hésitaient pas à citer les documents qu'ils avaient retrouvés. C'est le cas notamment dans le prologue publié lors de la réédition de la chanson de geste intitulée « Les 4 fils Aymon ». Le souci de la preuve est tel que l'auteur va jusqu'à citer la page des ouvrages où il a puisé ces informations comme le ferait un historien d'aujourd'hui. Ces prologues se différencient aussi par les arguments avancés pour légitimer la supériorité de la noblesse. Dans beaucoup de cas, ce sont les valeurs traditionnelles de l'aristocratie, la lignée, la terre, l'art de la guerre, qui sont privilégiées. Mais il n'est pas rare que le prologue ait pour fonction de rappeler au public aristocratique la nécessaire soumission de la noblesse à l'autorité royale. Au moment où s'effectuait la transition entre le Moyen-Âge et les temps modernes, le pouvoir royal a donc utilisé les prologues insérés en préambule de ces chansons de geste pour tenter de soumettre la noblesse. Mais comme l'État moderne n'était alors qu'en construction, cette soumission ne pouvait pas être imposée par la force. La récupération des anciens modèles chevaleresques fut un moyen de créer les conditions d'un consensus entre la monarchie et l'aristocratie des seigneurs. Merci beaucoup Gérard Noiriel, le pouvoir du comment à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Anna Olvec et Max James. Émission à la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. L'émission Le cours de l'histoire a été préparée par Jeanne Coppel, Jeanne Delecroix, Anne Toscane-Viudès, Mathieu Copal et Maïwen Guizou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives. Le cours de l'histoire à retrouver, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.